Bonjour, nous sommes le lundi 31 janvier 2022 avec une météo qui semble euh, assez mouvementée. Pourquoi? Parce que nous avons eu cette nuit et en cours pour l'instant ce qu'on appelle une petite tempête, une tempête qui a été dénommée Malika par les météorologues. Bon, elle est passée. Bon, elle a fait quelques petits dégâts, mais je ne sais pas. Bon, je ne sais pas plus. J'en sais pas plus que ça. Bon, en tout cas, bon, certains ont sûrement eu des dégâts parce qu'une tempête comme ça déchire vite beaucoup de choses, hein. Notamment, par exemple, si vous avez des plombs sur votre maison, s'ils ont été mal installés, ils peuvent se déchirer au travers d'une tempête. On peut avoir tout plein de dégâts comme ça, des pots qui peuvent voilà, hum, s'évader de leur lieu. On peut avoir pas mal d'ustensiles comme ça qui peuvent partir avec le vent, notamment des déchirures. Par exemple, si vous mettez quelque chose pour votre voiture, voilà, une combinaison de protection pour des givrages de votre véhicule, ben, elle risque de se déchirer avec une tempête comme ça. En fait, ça peut créer toutes sortes de dégâts. Voilà, euh, c'est les dégâts euh, relatifs à une mini tempête. Maintenant, une grosse tempête, ça fait plus de dégâts, ça fait des arbres arrachés, ça fait énormément de dégâts. Et bon, si un arbre tombe sur une personne, c'est d'autant plus grave. Alors, un arbre peut tomber aussi sur un véhicule, mais on n'a plus de véhicule pour aller travailler au matin. Donc, il peut y avoir toutes sortes de dégâts relatifs à une tempête telle que celle-ci. Donc, euh, ça demande de la vigilance, hein. Le fait d'être au sein d'une tempête demande énormément de vigilance, notamment si vous êtes à vélo. Bon, c'est pas le moment de faire du vélo quand il y a une tempête, parce que votre vélo peut aller à contre-courant, voilà, du trajet. Et donc, vous pouvez aller à droite ou à gauche, être bifurqué par tout simplement le vent. Donc, même les voitures peuvent, auquel cas, je veux dire, dévier de leur trajectoire au travers voilà, d'une grosse rafale de vent. Bon, ça peut arriver si la voiture va très vite. Bon, ceci étant dit, bon, il peut arriver pas mal de bobos en cas de tempête. Et c'est le cas aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. Alors ici, je vous présente un énoncé. Les avoirs de la société Dubois sont les suivants. Au 31 du 12. Donc 31 du 12, c'est fin d'année, 31 décembre. Alors vous savez très bien ce qui se passe en fin d'année, je vais expliquer un petit peu hein, par après. Alors, les montants sont ici donnés en unités monétaires. Bon, j'aurais pu prendre des euros, des dollars. Je rappelle que le dollar est une monnaie forte, tout comme l'euro est une monnaie forte. Ce sont deux monnaies fortes pour lesquelles la plupart des monnaies. Pourquoi le dollar enfin l'euro est une monnaie forte? Parce que c'est toute une entité de monnaie au sein on va dire, d'un espace économique où chacun des pays de l'espace économique est développé et parce qu'il y a les pays non développés, en voie de développement, et les pays développés et certains pays très développés. Donc un pays n'est pas l'autre, un pays n'est pas l'autre. Mais sachez que si je prends l'Union européenne, ben, c'est constitué de nombreux pays très développés. Et donc comme ils ont fait une monnaie unique, alors, au début on parlait d'un serpentin, il y avait les critères de Maastricht et ils devaient se rapprocher le plus voilà, euh, des critères pour atteindre, on va dire, c'était l'écu à ce moment-là, atteindre voilà, une norme qui était définie par la communauté européenne, voilà, au travers d'une monnaie qui était un panier écu, et ils devaient s'en rapprocher en respectant les critères de Maastricht. Bon, ceci étant dit, tout le monde n'est pas, au sein même d'une économie, tout le monde n'a pas la même économie. Donc, il y a des monnaies fortes. Bon, je prends l'Allemagne, c'est une des économies les plus florissantes du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que 120 millions d'habitants. Pour 120 millions d'habitants, je vous prie de me croire que ils ont une économie très très forte, très très développée. C'est un des pays les plus développés du monde. Voilà, euh, vous voyez que déjà rien que cette monnaie-là au sein de l'Union européenne, bon, on comprend que c'est une monnaie. Les monnaies doivent se rapprocher, voilà, ben, bien sûr, elles ne sont pas toutes proches du Deutschmark. Ça, vous comprendrez bien que toutes les monnaies au sein
tout dépend de la disparité des développements des pays au sein du marché et voilà, du marché économique interne européen. Bon, une monnaie n'est pas l'autre, hein, voilà, et une économie n'est pas l'autre. Donc il y a des économies plus fortes, moins fortes, mais euh, euh, elles doivent, je veux dire, s'insérer dans le groupe comme un espace, je veux dire, on va dire, euh, un espace motivé euh, par le souci d'un développement constant au sein de l'Union. Donc le fait d'avoir cette consistance-là fait en sorte que vous devez faire en sorte, comme si vous aviez des critères qui étaient derrière vous, voilà, pour avoir une monnaie, essayez d'avoir votre monnaie forte et d'approcher, je veux dire, les monnaies les plus fortes. Alors on sait bien qui sont les monnaies les plus fortes, voilà, au sein de l'Union européenne, vous le savez très bien, mais disons qu'il y a un panier, là, c'est plus l'écu, mais là, ça c'est une vraie monnaie, qui est là, l'euro. Donc les monnaies fortes sont l'euro et le dollar, parce qu'il y a un espace aussi économique de nombreux pays euh, qui, on va dire, marchandent et commercent en dollars. Donc le dollar est une monnaie internationale, tout comme l'est l'euro. Donc ce sont deux monnaies fortes où bien sûr le système international est basé sur euh, ces deux grosses monnaies. Maintenant il y a deux autres monnaies bien sûr, mais ces deux grosses monnaies-là bon, font référence par rapport aux autres monnaies. Alors certains vont fluctuer de manière voilà, à s'éloigner de l'euro en diminuant. D'autres vont rester stables, mais elles sont stables, ok, mais elles restent pas loin de l'euro. D'autres sont stables, mais le problème c'est qu'elles sont faibles. Voilà, il y a toutes sortes de cas de figure au niveau des monnaies stables, des monnaies qui fluctuent. Il y a beaucoup de monnaies qui restent stables pendant un laps de temps de dizaines d'années. Bon, ça diminue, ça augmente, mais la moyenne, on va dire, c'est une moyenne qui est plus ou moins stable. Voilà, sur le long cours, on peut tirer un trait, voilà, tellement qu'elle fluctue très peu. Par contre, il y a des monnaies bon, qui ne cessent de décroître, sans jamais, bien sûr. Décroître, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire aller à zéro, hein. Il y a pas une monnaie qui vaut zéro. Voilà, la monnaie décroît, mais elle reste entre un plafond bas, un plafond bas et un plafond haut. Voilà, la monnaie reste entre un plafond bas et un plafond haut. Voilà. Mais au grand jamais, elle va atteindre zéro. Bon, une monnaie qui ne vaut rien. Qu'est-ce que c'est qu'une monnaie qui ne vaut rien? C'est quand, bon, au travers de l'inflation, il faut ramener beaucoup de billets pour acheter, mais c'est pas pour autant qu'elle vaut zéro. Voilà, on ramènera peut-être voilà, une brouette de billets pour acheter un bien qui ne coûte pas grand-chose, enfin pas grand-chose dans d'autres pays de référence où la monnaie est forte. Eh bien là, vous allez apporter une brouette de billets pour acheter un bien consommable, de consommation qui, euh, qui dans d'autres pays euh, relève d'un prix, relève euh, d'une certaine valeur qui n'est pas celle du pays où il faut ramener la brouette. Ça veut dire que la brouette, ça veut dire que la monnaie est en perte, en grosse perte de valeur, mais c'est pas parce qu'elle est en grosse perte de valeur qu'elle vaut zéro. Elle vaut toujours un montant. Euh, Voilà, elle vaudra toujours un montant. Alors donc voilà, ceci étant dit, bon, c'est pour vous dire que c'est en unité monétaire, ça peut être n'importe quelle unité monétaire. Vous pouvez prendre le yen, voilà, le lei, voilà, monnaie bulgare, monnaie ce que vous voulez, hein, monnaie hongroise, monnaie la couronne danoise, peu importe, c'est une unité monétaire. Voilà. Comme ça, vous le savez, quand je parle unité monétaire, ça veut dire vous choisissez votre système d'unité. Alors, ici, il y a les avoirs de la société Dubois. Bon, ici, on comprend que Dubois, bon, c'est un nom qui est soit français ou belge, donc on comprend qu'on ne parlera pas de couronne danoise, hein. Voilà. Et en plus de ça, ici, bien sûr, je vais utiliser bon, maintenant, c'est vrai que la comptabilité, la législation belge et française se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà, comme deux gouttes d'eau. Euh, Parce que la plupart du temps, c'est la législation française qui distribue, si vous voulez, ses codes. Elle distribue ses codes. Donc on peut trouver en Afrique de nombreux codes relatifs à la législation française dans les administrations, dans la législation euh, comptable, dans la législation voilà, du code de la route. Bon, parfois c'est du simple copiage de ce que fait la France. Voilà. Et parfois la France peut copier aussi d'ailleurs, hein. Bon, c'est comme ça. C'est un petit peu comme les émissions télévisuelles
bon, l'un copie sur l'autre, l'autre copie sur l'un, et voilà, et ça donne voilà des palabres copies d'un pays à l'autre, d'émissions ou voire d'épisodes ou voilà ou de téléfilms ou peu importe, c'est des palabres copies qui se font. Voilà. Dans le monde ici, il y a beaucoup de choses qui se font par copie. Bon, il y a la création, bien sûr, la créativité au niveau artistique, mais et au niveau la création au niveau législatif, c'est-à-dire créer des lois, mais créer des lois, ça ne veut pas dire aller copier des lois préexistantes ou existantes ou qui, qui, qui ont existé dans un état pour aller les copier et les mettre à jour. Bon, ça va pas comme ça, hein. Je veux dire, bon, normalement, les lois, il faut un petit peu les penser par rapport à des cas de figure au sein de son état, en essayant, en faisant abstraction de ce qui peut se passer ailleurs, hein. Voilà. Et certaines lois proviennent de jurisprudence, bon, des tribunaux qui ont donné raison à certaines personnes et qui ont fait fi d'une nouvelle loi qui est apparue. Voilà. Tout ça, c'est pour vous dire qu'ici, il va y avoir un courant législatif qui va intervenir puisqu'on a affaire à de la comptabilité et que la comptabilité, ben, bon, la loi impose, la loi est claire et nette là-dessus, elle impose certaines choses au niveau de la comptabilité. Et ça, je vais venir là-dessus. Bon, maintenant que j'ai fait ma petite parenthèse, bon, ici on a une société qui emprunte auprès d'une banque d'une durée de 5 ans de 300 000 unités monétaires, des constructions pour 1 million d'unités monétaires. Alors je vous rappelle que qu'est-ce qui est cher en général? Ce qui est cher, ce sont les terrains. Les terrains et les constructions. Voilà, les immeubles c'est cher. Acheter un terrain, c'est cher, hein. Voilà, quand vous voulez acheter un terrain, en plus ça dépend le terrain où il se trouve. Voilà, si c'est un terrain en ville, enfin proche d'une ville, déjà dans les villes il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Donc pour trouver un petit espace c'est déjà difficile. Donc les terrains peuvent être coûteux je veux dire, proche des villes. Maintenant les constructions c'est pareil. Bon, certaines constructions, par exemple sur la capitale Bruxelles, bon, à Bruxelles avant-guerre, bon, les habitations coûtaient presque rien. Mais après, maintenant, si vous allez à Bruxelles, les habitations coûtent. Donc ceux qui ont acheté des habitations, il fut un temps, bon, on, on fait des grosses affaires parce que maintenant les bâtiments qu'ils ont achetés il y a une cinquantaine voire une soixantaine d'années, ben maintenant voilà, ont une valeur qui n'est plus celle d'antan et que c'est une très grosse valeur qu'elles valent de très grosses valeurs. Donc, qu'est-ce qui peut coûter cher? Ben, c'est les constructions qui peuvent coûter cher, les terrains, euh, les machines, parce que les machines de production, qu'est-ce qui fait une société de production? Ben, c'est les machines, hein. Sans machine, vous faites tourner rien du tout. Il n'y a rien qui tourne. Donc, il faut bien sûr des machines, bien sûr, et comment on appelle ça, du personnel qui vont faire travailler les machines. Parce que avant, c'était les êtres humains qui travaillaient, maintenant, c'est les êtres humains font travailler des machines. Alors, avant, les êtres humains faisaient aussi travailler des animaux, hein, cheval, les chevaux, les bœufs, etc. Ils faisaient travailler les animaux. Bon, maintenant, on a des machines qui travaillent, et donc il y a du personnel qui s'occupe des machines pour faire travailler les machines. Voilà. Alors, machine, c'est toutes sortes, hein. Ça peut être aussi des grues. C'est une machine. C'est une machine, voilà, de chantier. Une grue est une machine de chantier. Une grue, voilà. Donc, qu'est-ce qui peut coûter cher? Enfin, maintenant, qu'est-ce qui peut coûter cher? Bon, des constructions, des terrains, euh, des machines, parce que s'il y a des machines dans l'entreprise qui font tourner, il y a des sociétés de services, il y a des sociétés comment on appelle ça, de fabrication, de construction. Donc, les sociétés de fabrication et de construction achètent des machines spécialisées, voilà, pour faire tourner leur production. On a le mobilier, bien sûr, le mobilier ça coûte quand même, hein, voilà. On a le matériel roulant, les véhicules, les camions. euh, bon, matériel roulant, on pourrait mettre aussi des grues, hein. Voilà, des grues, voilà, on pourrait mettre des grues là-dessus, en matériel roulant. Donc, des voitures, des camions, des camionnettes. Bon, si certains doivent rouler à moto, pourquoi pas, on achète des motos. Tout ça, c'est le pack de matériel roulant. Bien sûr, maintenant, on a une société ayant tout ça, ça ne suffit pas. Parce que la société doit produire quoi? Ben, elle doit produire des biens de consommation, des consommables,
Et bien, ça, d'office, il faut, pour produire, il faut de la marchandise. Sans marchandise, vous ne produisez rien. C'est un petit peu comme les machines. Si vous n'avez pas de machine, vous ne produisez rien. Si vous n'avez pas de personnel, vous ne produisez rien. Donc, à la base, si on n'a pas de personnel, on ne produit rien. Et puis, ayant le personnel, si on n'a pas de machine, on ne produit rien. Voilà. Maintenant, si on n'a pas de matériel roulant, des petites camionnettes, voire des véhicules de transport, à ce moment-là, à ce moment, on peut faire encore appel à des, comment on appelle ça, des sous-traitants, voilà, des transporteurs. Mais je veux dire, bon, des sociétés, ils ont toujours besoin de véhicules, hein, toujours. Alors, parce que le commerce est basé sur voilà, déplacement. On va chez un client, voilà, il faut se déplacer, c'est comme ça. Alors, on a des marchandises ici, voilà, et les clients doivent ici, ils ont des dettes. Les clients, enfin, oui, les clients ont des dettes. Donc, ça veut dire que euh, les clients doivent de l'argent à la société. Donc, c'est bien, hein, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. La dette signifie pas que c'est négatif. Une dette, ça veut dire qu'on vous doit de l'argent. Maintenant, ce qui est négatif, c'est s'ils ne respectent pas leur échéance, c'est-à-dire s'ils ne sont pas honnêtes. Là, bon, à ce moment-là, vous aurez compris que c'est malhonnête. Voilà, c'est malhonnête. Donc, avoir des dettes, une société qui a des dettes vis-à-vis des clients, c'est bien, mais pour autant que les clients payent. Parce que tant qu'ils payent, il n'y a pas de problème, on peut leur faire énormément de dettes, c'est pas un problème. Alors, la société doit au fournisseur, bien sûr, ici, la société doit a des dettes vis-à-vis du fournisseur. Donc, vous voyez que les clients ont des dettes vis-à-vis de l'entreprise et du bois, l'entreprise du bois, bien sûr, là, c'est la société du bois, mais la société du bois doit au fournisseur de l'argent. Et ici, ce qu'on remarque, c'est qu'elle doit plus d'argent que ce que les clients lui doivent. Voilà. Et alors, il y a d'autres dettes, c'est-à-dire des dettes à plus d'un an, enfin à un an en plus. Je m'excuse, c'est un an en plus, hein. Voilà. C'est un an en plus, c'est-à-dire que c'est endé en l'année. C'est des dettes endées en l'année. Voilà. Euh, les créances à moins d'un an sont de 50 000. Les créances, voilà. Les créances sont euh, d'un an, à moins d'un an, voilà, à moins d'un an. Voilà, pourquoi à moins d'un an? Parce que vous aurez compris que c'est un bilan comptable qui est annuel. Donc on essaie de remettre tout concernant l'année. Maintenant, s'il y a des dettes ailleurs, on peut reporter, je veux dire, sur les années d'après. Mais bon, ici, tout se passe dans l'année. C'est des dettes à un an ou plus, c'est des créances à moins d'un an. Donc, c'est dans le courant de l'année. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'argent dans la caisse et en banque, il y a très peu en banque, hein. Il y a très peu en banque parce qu'il y a 50 000 unités monétaires, alors que bon, je remarque qu'il doit à la société, euh, elle a des dettes aux fournisseurs de 1 200 000, alors qu'elle n'a que 50 000 en banque. Bon, bah, on va discuter de tout ça, hein, ça c'est pas un problème. Le but de la manœuvre, bien sûr, c'est quoi? Le but, c'est pas d'avoir qu'une société, hein. Bon, une société, tout le monde peut ouvrir une société. Il suffit qu'elle fasse des dettes. Elle va à la banque. Si la banque accepte, bon, elle se met dans les dettes. Elle peut ouvrir une société. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas d'ouvrir une société. Le problème, c'est pas de payer ses dettes. Le problème, c'est que la société soit viable. Alors, viable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ouais, on a plus. Normalement, on devrait avoir plus de créances que de dettes. Donc il devra avoir et plus de, on va dire plus de créances que de dettes et plus de produits que de charges. Voilà, plus de produits que de charges et en grande quantité de produits par rapport aux charges. Donc il faudrait limiter les charges au minimum et avoir les produits au maximum. C'est ça. On va dire ça comme ça. C'est maximiser le profit. Maximiser le profit. Bon, alors maximiser le profit, c'est d'avoir des produits au maximum et les charges au minimum, mais c'est aussi avoir beaucoup de créances dans ses comptes et très peu de dettes. Bon, ça c'est pas possible, hein. C'est pour ça que quand je dis tout ça, c'est une gestion, hein, c'est une gestion. Alors, tout ce que je viens de dire là, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions sine qua non. Si vous n'avez pas de clients, c'est normal que vous allez fermer boutique, rien va fonctionner. Donc le but d'ouvrir une société, mais c'est de faire fructifier ses affaires. Faire fructifier ses affaires, c'est quoi? C'est d'abord avoir je veux dire, avoir une clientèle et que quand on a une clientèle, on respecte sa clientèle. On respecte sa clientèle, c'est-à-dire qu'on essaie de travailler le mieux que l'on peut, c'est-à-dire satisfaire les besoins de sa clientèle.
Et dès le moment où vous allez avoir une clientèle, vous allez fidéliser votre clientèle sans aucun souci, pour autant qu'ils voient que vous travaillez correctement et que bon, vous ne faites pas des mauvais coups. Alors maintenant, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont beaucoup de clients, ils ne savent plus gérer, ils laissent tomber les petits clients et ils prennent les plus gros. Ben, le jour où les plus gros partent, ben, je veux dire, ce ne sera plus la peine d'aller chercher les petits parce que les petits se seront retournés ailleurs. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est difficile de contenter tout le monde. Alors maintenant, avant de commencer cet exercice-là, bien sûr, le but de la manœuvre, c'est d'établir le bilan, hein, en 31 du 12. Voilà, je vais établir ce qu'on appelle le bilan. Donc la question, vous aurez compris que c'est établir le bilan au 31 du 12. Avec ce que l'on a ici, hein. Bon, maintenant, le tout, c'est de savoir quelques petites notions de comptabilité que je vais vous donner directement maintenant. Comme ça, bon, on va aller dans le vif du sujet. Et après, j'entamerai l'exercice. Parce que enfin, je ne peux pas entamer l'exercice avant d'avoir voilà, cité quelques notions de législation. Parce que la comptabilité, c'est avant tout de la législation. Donc, je ne peux pas faire de la comptabilité sans, je veux dire, avoir une arrière-pensée de législation commerciale. Alors, la comptabilité, c'est une méthode d'enregistrement. Elle enregistre, si vous voulez, toutes les opérations d'une entreprise commerciale, que ce soit, bien sûr, les achats ou la vente, mais pas que les achats et la vente de marchandises, bien sûr, ou de services. Hein. Attention que ça peut être un achat ou de services. Hein. On peut vendre un service. Achat, vente de services, ou achat de marchandises, vente de marchandises, mais c'est aussi, ça concerne aussi du financier. Donc, alors, quand j'appelle financier, c'est tout ce qui est paiement. Voilà, tout ce qui est paiement. Paiement par banque, paiement par caisse, paiement par chèque, paiement par lettre de change, paiement par toutes les méthodes de paiement possibles, tous les moyens de paiement possibles. Voilà. Alors parce que si vous faites une lettre de change, voilà, vous devez, voilà, il y aura des timbres qui vont intervenir, il faudra intervenir, mettre dans les bons comptes tout ce qui est paiement par timbre et tralali, tralala. Enfin, tout ce qui va nécessiter un timbre. Je pense à, par exemple, une lettre de change avec un timbre, par exemple. Donc, il faudra mettre dans un compte spécifique pour timbres fiscaux. Voilà, timbres fiscaux. Et vous voyez que la comptabilité, je veux dire, doit enregistrer vraiment dans une structure de table, de table comptable, toutes les opérations, euh, toutes les opérations qui incombent à l'entreprise commerciale, de façon à avoir une vue par n'importe qui, un enquêteur, tribunal de commerce, par le fisc. Le fisc peut avoir accès au compte. Voilà, en cas de faillite, on va regarder si c'est pas une faillite frauduleuse, on va regarder tous les enregistrements. Alors les enregistrements doivent être inscrits correctement et de façon, je veux dire, en respecter, je veux dire, la législation comptable, parce que justement, c'est là qu'on va voir s'il y a une personne tente de frauder ou pas. Alors, je vous ai dit que ça concerne donc toutes les opérations. Alors, toutes les opérations, on en a beaucoup. Hein. Achat de marchandises, vente de marchandises, paiement de toutes sortes, de toute nature, suivant des délais de paiement, voilà. Mais aussi les emprunts. Les emprunts, voilà, ce sont des opérations financières, si vous voulez. Et alors, bon, on peut comptabiliser d'autres types d'opérations. Il en existe toute une panoplie d'opérations. Il n'y a pas que l'achat, la vente, le paiement et l'emprunt. Alors, elle renseigne aussi le commerçant sur les avoirs et les dettes de l'entreprise. Donc, le commerçant sait ce qu'il a, ce qu'il a comme avoir et qu'est-ce qu'il a comme dette. Voilà. Et quand je dis commerçant, c'est la société. Hein. Ici, c'est Monsieur Dubois. Euh, mais c'est pas qu'il va savoir qu'est-ce qu'il a en argent ou en moyens, en finance, euh, et de savoir les dettes, mais il va aussi savoir euh, s'il fait des bénéfices ou des pertes. Parce qu'il y a, voilà, il y a aussi les comptes de charges et les comptes de produits. Donc il saura, au travers de la comptabilité, voilà, savoir
comment il doit gérer son commerce, ou son entreprise, ou sa société, en fonction euh, voilà, de- des aléas euh, de gestion en cours d'année. Alors, une année n'est pas l'autre. On peut avoir une année qui est bonne, une année qui est mauvaise. Ça dépend. Il y a la conjoncture économique. Il y a la conjoncture aussi de l'effet de mode. Alors ça, je peux en parler parce que l'effet de mode, quand une société fonctionne bien, très bien, pendant un certain temps, mais quand vous voyez que la courbe commence à chuter, il faut la fermer, hein. Il y a des sociétés comme ça qui sont des sociétés qui vont faire office on va dire de mode, hein. Supposons qu'il y a le hula hoop, je sais pas comment on dit, c'est un espèce de cercle bon, où les jeunes filles bon, dansent avec le hula hoop, je sais pas comment on dit. Mais ce fut un effet de mode. Donc celui qui a produit des hula hoop par millions, à un moment donné, maintenant il va construire des hula hoop, il n'y a plus personne qui en veut. Bon, maintenant, il fut une époque où le hula hoop fonctionnait très bien, c'était un phénomène de mode. Alors il y a eu les modes avec les bouchons. Alors il y avait tout le monde collectionnait les bouchons avec un chanteur qui était en dessous de la capsule, et tout le monde s'achetait voilà, euh, des bouteilles pour avoir. Et ça, c'est un phénomène de mode. Donc, tout le monde s'accaparait les bouteilles pour avoir la capsule et tenter de trouver, je veux dire, parce que toutes les bouteilles n'avaient pas, toutes les capsules des bouteilles n'avaient pas forcément, je veux dire, un chanteur ou une star cachée en dessous de la capsule, hein. Et alors, on la décollait un tout petit peu par plastique. Et ça, c'est un phénomène de mode. Bon, et si vous faites ça maintenant, je ne sais pas si ça va marcher, parce que bon, la mode, ça fonctionne que, je veux dire, à certaines époques. Et puis, quand ça c'est terminé, il faut changer, voilà, vous changez euh, de métier. Enfin, métier non, mais vous trouvez un autre arc à une autre flèche à votre arc. Donc, la comptabilité, c'est avant tout, si vous voulez, le reflet de la réalité. Euh, euh, donc, c'est pour l'entrepreneur, si vous voulez, le principal entrepreneur, un instrument de gestion. Un instrument de gestion qui lui permet au mieux de voir ce qui s'y passe euh, et au mieux de voir ce qui s'y passe et au pire de vite corriger certaines choses. Bon, de vite corriger certaines choses. Euh, si vous voyez que voilà, le navire commence à couler, ben, il faut commencer à prendre des... Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir qu'est-ce qui ne va pas. Maintenant, ça peut-être qu'est-ce qui ne va pas, c'est la conjoncture économique ou c'est peut-être voilà, une crise économique mondiale, peu importe. Mais on sait toujours, même dans une crise, il y a des sociétés qui fonctionnent parce que justement, il y a des créneaux pendant la crise qui marchent. Toutes les sociétés ne tombent pas faillite quand il y a une crise, hein. Il y a des créneaux qui marchent très bien. Alors c'est pour ça qu'il faut une entreprise doit pouvoir on va dire elle doit vivre. Vivre, ça ne veut pas dire qu'elle doit faire toujours la même chose. Elle doit pouvoir évoluer, faire changer voilà, de statut, changer de fonction, changer. Elle doit, voilà, aujourd'hui elle est en pantalon, en jeans, voilà. Demain elle est en costume cravate. Donc ça, il faut savoir passer de pantalon en jeans avec en costume cravate. Donc ça veut dire que la société doit s'adapter, mais je veux dire changer parfois un grand bouleversement, hein. Changer son personnel pour avoir du nouvel personnel qualifié pour une nouvelle activité, voilà, etc., etc. Bon, le tout, c'est pas toujours faire la même chose. C'est vrai qu'il y a des choses qui marchent toujours. Il y a des choses qui marchent toujours. Bon, on a toujours besoin de certains corps de métier, mais il y a des métiers, bon, à un moment donné, ils commencent à flancher, ils attendent que ça se relève, mais il ne faut pas attendre que ça se relève. Il faut faire des activités complémentaires qui vont permettre à l'entreprise de vivre. Parce que, voilà, si vous faites du tourisme, vous voyez que, ouais, on est en plein milieu, on est en plein, vous êtes vous êtes en hors saison, vous n'avez pas beaucoup de clientèle. Alors à ce moment-là, on fait autre chose, hein. On ouvre des restaurants, on ouvre des restaurants pour, je veux dire, accueillir les personnes de la ville, du village. Enfin, je ne sais pas. Si c'est un grand hôtel, il ne va pas dans un village, hein. Voilà. Un grand hôtel, il va dans des lieux où, je veux dire, il y a beaucoup de mouvements. Généralement, c'est des mouvements, je veux dire, touristiques. Donc, il va aller se placer là où il y a une zone touristique.
Et donc, si l'activité de la zone touristique ne fonctionne pas parce qu'on est hors saison, ben, il faut trouver d'autres activités telles que faire des petites fêtes, des soirées, des fêtes, ce qu'on appelle l'événementiel, faire de l'événementiel. Donc, elle doit changer sa stature pour passer et attendre la saison, la pleine saison, pour autant qu'elle fonctionne bien, parce qu'il y a souvent des aléas euh, voilà, saisonniers. Hein, et parfois, il y a des aléas saisonniers aussi qu'on n'a pas beaucoup de clients au niveau de la saison. Bon. Alors, la comptabilité aussi a un rôle d'information. Alors, quel type d'information? Ben, c'est de savoir combien reste-t-il d'argent en caisse. Combien on sait aller voir via un coup d'œil. Bien sûr, si une personne ne triche pas dans la comptabilité, bien sûr, parce que si vous modifiez, s'il y a un tricheur là-dedans qui met des fausses informations, ben, c'est difficile. Voilà, encore faut-il croire les informations qu'il y a dans voilà, dans les écrits. Parce que les écrits doivent être fiables et voilà, ça doit être écrit par des personnes honnêtes. Parce que s'ils commencent à faire ça, bon, ça devient voilà, de la fraude. Hein. Et de la fraude, c'est pas ça qui manque. Voilà. Et j'ai encore des dettes à rembourser. Si oui, lesquelles, quels sont les montants. Et par là, bien sûr, quand on sait ce qui s'y passe, quand il y a un rôle d'information qui est pris en compte, on sait retirer des informations, donc on a une vue sur la globalité, voilà, sur papier. Le papier nous donne une vue de la globalité de la gestion de l'entreprise. Et donc, là, à ce moment-là, par des coups d'œil bien, bien ficelés, on peut se dire, bon, là, il y a un rôle de décision à prendre. Par exemple, nous avons actuellement très peu de machines. Il nous faudrait, là, il y a un gestionnaire de production qui peut intervenir en se disant, bon, ben, dans la comptabilité, est-ce qu'on peut prendre une bonne décision, étant donné qu'on a peu de dettes et que, bon, on a amorti certaines machines, est-ce qu'on peut, le gestionnaire de production viendra vous voir en disant, est-ce qu'on peut acheter une nouvelle machine à l'heure actuelle parce que on est à la limite de nos capacités productives et on aurait besoin d'une nouvelle machine. Oui, mais on vous dira, ben, je vais aller voir la comptabilité, je vais voir si c'est possible, parce que pour l'instant, on a énormément de dettes. Les amortissements, je veux dire, sont au maximum. Donc, enfin, les amortissements sont toujours euh, à leur début d'amortissement. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que en regardant, en tapant un coup d'œil, je veux dire, dans la comptabilité, on peut avoir des informations qui peuvent ressortir du papier, des papiers d'enregistrement comptable, et à partir de là, on peut tirer certaines conclusions et donc prendre des décisions. Prendre des décisions. Donc ça, il a un rôle de décision, si vous voulez. Voilà, la comptabilité a un rôle en arrière-plan de décision. On peut prendre des décisions en ayant tapé un coup d'œil dans notre comptabilité. Donc, est-ce que je peux me permettre actuellement d'acheter de nouveaux véhicules? Est-ce que je peux me permettre actuellement d'acheter de nouvelles machines? Est-ce que je peux actuellement acheter de nouvelles marchandises alors que les clients attendent? Oui, mais est-ce que c'est dans ma capacité d'acheter des marchandises bien que les clients attendent? Bon, ça, c'est un calcul à faire. Voilà, c'est toute une gestion. Hein. Ah, les clients me doivent trop d'argent. Est-ce que ça vaut encore la peine de produire en cours alors qu'ils ne payent pas? Voilà, et ainsi de suite. Bon, voir qui sont les clients mauvais payeurs, tralali tralala. Bon, hum, quels fournisseurs n'ont pas été payés? Voilà, on s'est tiré beaucoup de choses hein, comme renseignement. Que dois-je encore à la TVA? À la TVA, etc., etc. Donc, tout commerçant, toute société, toute industrie, toute compagnie doit comptabiliser, si vous voulez, ses opérations en se basant sur les principes suivants. Je vais vous les dicter. Il doit légalement, j'ai bien dit légalement parce que c'est la législation, comme je vous ai dit, là c'est de la législation commerciale, tenir les livres commerciaux que je vais vous citer maintenant. Donc on a le livre journal qui reprend toutes les opérations comptables au jour le jour. Ça c'est le livre journal. Bon, normalement les cafetiers ont l'obligation d'avoir voilà, l'écriture des opérations qui se font au quotidien. Ils vendent un café, ils doivent le marquer. Voilà, ils vendent une bière, ils doivent le marquer. Bon, vous allez me dire, bon, est-ce que ça se passe toujours comme ça? Je crois pas. Parce que bon,
On sait, il y a des coups aussi parfois qui ne sont pas permis. Bon, ils vont chercher des brasseurs et ça va avoir voilà, des prix, et voilà, ils savent un petit peu détourner l'attention, voilà, au niveau fiscal. Bon, euh, et c'est la même chose pour les coiffeurs, hein. Les coiffeurs peuvent avoir toute une panoplie de personnes et ils peuvent tricher. Je veux dire, bon, aujourd'hui j'ai accueilli 6 personnes, voilà, dont un j'ai fait un brushing, l'autre une coupe normale, homme. Une autre personne, je lui ai fait une permanente, une dame est venue pour une permanente. Bon, et alors bon, je dis qu'il y a 6 personnes, alors qu'en vérité, il y a 10 personnes qui sont venues, parce que hein, quand il a fermé son bureau, comment on appelle ça, son salon de coiffure, ben, il y a des gens qui sont venus par après. Il a ouvert la porte à 4-5 personnes en plus. Et là, bon, ils n'ont pas été comptabilisés au niveau euh, TVA. Donc là, bon, je veux dire, il y a toutes bon, des tricheries qui peuvent apparaître. Bon, maintenant, en tant que la personne ne se fait pas avoir, tant mieux pour elle. Mais si elle se fait avoir, bien sûr, ça a des conséquences au niveau fiscal, hein. Au niveau, voilà, au niveau législation fiscale. Donc ici, tout doit être, toutes les opérations comptables doivent être écrites au jour le jour, enregistrées au jour le jour. Donc là, ça se fait au travers d'un livre journal. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le livre des achats. Alors, c'est ce qu'on appelle un facturier d'entrée, c'est tout ce qui rentre, hein, qui reprend les montants des factures reçues des fournisseurs lors des achats. Et bien sûr, il n'y a pas que ça parce qu'il y a le mode de paiement. Paiement par chèque, paiement par, euh, voilà, par la caisse, paiement par banque, voilà, etc., etc. Alors, vous avez compris que s'il y a le livre des achats, il y a le livre des ventes. C'est ce qu'on appelle un facturier de sortie. Bon, là aussi, on retrouve ça chez les cafetiers. On trouve des facturiers d'entrée, facturiers de sortie, qui reprend les montants des factures remises aux clients lors des ventes et lors de moyens de paiement. Enfin, qui reprend, ce que je veux dire par là, c'est qu'il reprend euh, euh, les montants des factures, remises bien sûr aux clients, lors des ventes et le mode de paiement qui est repris. Si vous avez payé voilà, en monnaie sonnante et trébuchante, si vous avez payé par carte bancaire, et tralala, tralala. Alors on a aussi ce qu'on appelle le livre des inventaires, dans lequel on relève annuellement les avoirs et les dettes. Ça, bon, comme ça, on sait bien qu'est-ce qu'on a et, voilà, et qu'est-ce qu'on a comme dette. Donc, tout ça, les écrits restent et les paroles parlent. Donc, c'est pour pouvoir retrouver à tout moment n'importe quel renseignement utile concernant euh, le statut, enfin l'état de la société, pas les statuts, c'est pas ça que je veux dire, l'état de la société, l'état, on va dire comptable de la société, les avoirs, les dettes, combien de valeur pour les machines, combien de valeur pour le mobilier, etc., etc. Alors, bien sûr, on a ce qu'on appelle le bilan. Alors, le bilan, on convient d'énumérer tous les moyens d'action dont le commerçant a besoin pour exercer sa profession. Alors, on a immeubles, marchandises, argent liquide, bien sûr, tout ce qui s'ensuit. Alors, on se demande quelles sont les sources grâce auxquelles il pourra se procurer tous ces moyens d'action. Vous vous en doutez immédiatement qu'il apparaît que ces sources sont de deux ordres. On a ce qu'on appelle les ressources personnelles du commerçant, et les emprunts qu'il devrait faire. Voilà. Donc ça, on a deux sources. Et c'est ce que je vais faire ici. Il y aura deux sources. Je vais diviser en deux sources. Deux sources. L'argent peut provenir euh, de ressources propres, mais l'argent peut provenir. Bon, ressources propres, on s'en fout de ce que ça vient, hein. Ça peut être même, il y en a qui blanchissent de l'argent et c'est constitué comme ressources propres. Maintenant, encore une fois, si c'est blanchi, on va se poser la question d'où venait ça, c'est voilà, les enquêteurs financiers peuvent vous poser la question d'où vient cet argent-là de ressources propres. Bon, il y a des gens qui vont blanchir, des gens qui vont faire du n'importe quoi pour essayer d'avoir des ressources propres. Voilà. Mais en tout cas, quand elles sont enregistrées en tant que ressources propres, elles sont comme ressources propres. Et alors, bien sûr, on peut faire des emprunts. Là, c'est
une seconde source d'argent qui peut rentrer, ce sont les emprunts. Soit on a des ressources propres, ou soit on a emprunté. À emprunter, on peut emprunter à une banque, à un organisme financier, à des amis, voilà, à de la famille. On peut emprunter, ça veut tout dire, hein. Bon, maintenant, il y a des personnes qui vont pas réclamer leur emprunt. Par exemple, des gens de la famille vont dire, bon, t'es mon cousin, mon frère, bon, je laisse tomber ce que je t'ai donné. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, même frère ou pas frère, ils vont se dire, bon, tu me dois autant, ben, tu dois me les rembourser. Voilà. Alors, pour faire cet exercice-là, je vais diviser en deux parties. Voilà. Donc, il y a la partie gauche qui est toujours l'actif. L'actif. C'est une convention qui est comme ça. Je peux pas aller à l'encontre de ça. On choisit le côté gauche pour les moyens d'action. Ouais. Ça, c'est l'actif. Les moyens d'action sont ici. Donc, égal actif. Et donc, ça, c'est le côté gauche pour les moyens d'action. Et le côté droit pour les sources des moyens d'action. Ce sont les sources des moyens d'action qui est le passif. Source des moyens d'action égale le passif. Et le passif est toujours à gauche. Le passif est à gauche. Donc il faut savoir qu'ici, l'actif est toujours égal au passif. Les moyens d'action sont toujours égaux à la source des moyens d'action. Il y aura toujours égalité. Égalité. Et cet équilibre ne sera jamais rompu. On aura toujours un équilibre entre l'actif et le passif. On va dire qu'il y a donc une balance entre partie gauche et partie droite, puisqu'en fait il y a un équilibre, c'est une balance comme qui vous met des poids. Vous mettez 5 kg d'un côté en poids et 5 kg de pommes, ben, s'il y a équilibre, 5 kg, 5 kg, la balance est équilibrée. D'où le mot balance de l'italien bilancio. Et donc ce tableau porte le nom de bilan. Alors on va le résoudre. On va le résoudre. Alors ici on retrouve, je vous ai mis une partie de bilan. Vous retrouvez les actifs immobilisés, les capitaux propres. Enfin, dans l'actif, on a les actifs immobilisés et les actifs circulants. Et dans la partie droite, qui est le passif, on retrouve les capitaux propres et les dettes. Alors, l'actif immobilisé, ce sont les immobilisations corporelles, terrain et construction. Enfin, il y a plus que ça. Bon, il faut aller voir voilà, faut aller voir le bilan comptable. Enfin, faut aller voir si vous allez avoir des renseignements de tout ça dans ce qu'on appelle le PCMN. Il vous explique tout ça. Voilà. Le PCMN vous explique tout ça. Et donc, vous retrouvez plus de rubriques. Ici, bon, c'est un petit exercice. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup de rubriques, hein. Je n'ai mis que quelques rubriques. Alors, j'ai mis des actifs immobilisés. On retrouve immobilisation corporelle, terrain et construction, installation, machine, outillage, mobilier, matériel roulant. Voilà. Ça, ce sont les actifs immobilisés, qui sont les immobilisations corporelles. Alors, vous avez les actifs circulants, stock et commande en cours d'exécution. On a du stock, on peut avoir du stock. Créance à un an en plus, parce que le stock, ça constitue de l'argent, hein. Voilà. Ici, tout ce qui constitue de l'argent est mis à gauche, hein, voilà. Le stock, c'est de l'argent. Si vous vendez votre stock, vous avez de retour d'argent. Maintenant, si vous n'arrivez pas à vendre votre stock, c'est voilà, des fonds perdus.
Voilà, mais on a un stock, ça se revend toujours, hein. Tant que c'est de la marchandise, voilà, qui est toujours neuve, il n'y a pas de problème, hein. Bon, on peut faire des ristournes, on veut, etc., etc., si on veut, ou faire des, euh, voilà, faire des rabais sur le stock, parce que si par exemple on voit que le stock ne se vend pas correctement bien, ben, on peut le faire des petits rabais, hein. Maintenant, aller donner ça, faut pas faire ça, parce que ça reste toujours des valeurs monnayables, hein. Voilà. Ça peut se vendre sur Internet ou des trucs comme ça. Voilà. Alors donc ça, les stocks et commandes, par exemple si je parle de vêtements, parce qu'on peut avoir, on va avoir des stocks de tout et n'importe quoi. Voilà. Stock et commande en cours d'exécution, stock, créance à un an ou plus, là ce sont les créances. En dé en l'année, c'est les créances en dé en l'année, parce que c'est créances à un an ou plus. Alors on a les créances commerciales, les autres créances, et bien sûr les valeurs disponibles. Alors, au niveau du passif, on retrouve les capitaux propres, capital souscrit, dette à plus d'un an, dette financière, dette à un an ou plus. Donc ça c'est dette à plus d'un an. euh, bon, comme son nom l'indique, ça a plus d'un an, hein. Alors que les dettes à un an en plus, ce sont en dé en l'année, c'est en cours d'année. On a les dettes commerciales et les autres dettes. Ici, je vais juste faire une petite remarque, c'est que je vais mettre les montants de l'exercice, ici, en milliers. Bon, je vais faire un petit changement ici, je vais les mettre en milliers d'unités monétaires. Donc ça veut dire que je vais reprendre ceci. Voilà. Et je vais mettre l'unité qui est milliers d'unités monétaires. Milliers d'unités monétaires. Voilà. Donc je ne suis plus en unités monétaires. Je retire ceci. Mais je vais tout mettre en milliers d'unités monétaires. Ce qui veut dire que je vais tout diviser par 1000. Si vous avez compris, j'aurai 1000 milliers d'unités monétaires pour le terrain, 1000 milliers d'unités monétaires pour, enfin, pour la construction, c'est 1000 milliers d'unités monétaires. Le terrain, 1000 milliers d'unités monétaires. 1500 milliers d'unités monétaires. 1000 milliers d'unités monétaires. 500 milliers d'unités monétaires. 500 milliers d'unités monétaires. 200 milliers d'unités monétaires. 1200 milliers d'unités monétaires. 200 milliers d'unités monétaires. 50 milliers d'unités monétaires. Et 150 milliers d'unités monétaires. Et ici, bien sûr, on a le dernier. Voici. Maintenant, je vais aller mettre ça, tout ça dans le bilan, qui est en milliers d'unités monétaires, le bilan. Donc je vais reprendre ceci. Comme ça, j'aurai des noms plus petits, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Alors, on va commencer. Je vais mettre emprunt auprès d'une banque d'une durée de 5 ans de 300 000. Ah ouais, j'ai oublié de retirer. C'est 300 000 unités monétaires. Alors 300, donc emprunt d'une banque, qu'est-ce que c'est? C'est une dette d'une durée de 5 ans. 5 ans. Donc c'est une dette à plus d'un an, hein. Et c'est une dette financière à plus d'un an. Donc ce qui veut dire que ce montant-là, je l'extrais pour le mettre dans dette financière. Dette financière à plus d'un an. Donc dette à un an
dettes à 1 an ou plus, elles sont pour l'instant de 300 000. Voilà, c'est des dettes à plus d'1 an. On sait bien que j'ai des dettes à plus d'1 an. Voilà, 300 000. Enfin, c'est du bois, c'est pas moi. Ensuite, on a des constructions pour 1000. Donc là, les constructions, c'est construction. Donc ce sont ce qu'on appelle des actifs immobilisés. Donc, pour l'instant, l'immobilisation corporelle est de 1000. Maintenant, je vais chercher le suivant. Terrain. Terrain, c'est 1000. C'est aussi une immobilisation corporelle. Alors, terrain, bon, c'est la même chose que terrain et construction. Donc, ce qui fait 1000 plus 1000, ça fait 2000. Donc, pour l'instant, ici, je dois changer le montant. Parce qu'il y a 1000 de terrain et 1000 de construction. C'est-à-dire qu'ici, on a affaire à 2000. J'ai mal recopié. Je vais recopier le 2 pour avoir la même écriture. Je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas. 2. « 2000. Pour l'instant, les immobilisations corporelles sont à 2000. Bah, normalement, je devrais barrer ce qui a été fait. Hein. J'ai noté, j'ai mis ça dans le bilan. Celui-ci a été mis dans le bilan. Voilà, premier a été mis dans le bilan. Celui-ci a été mis dans le bilan. Celui-là a été mis dans le bilan. Alors, 1500 de machines. C'est les immobilisations corporelles aussi. Installation machine-outillage. Ce qui veut dire que maintenant, les immobilisations corporelles sont de 3500. 1500 plus 2000, c'est 3500. A été placé. Je le barre. Mobilier, 1000. C'est des immobilisations corporelles. Ça veut dire qu'on a, là, c'est 4500.
2, 3, 4, 4500. Alors, non, le mobilier, c'est 1000. Oui. Machine, 1500. Oui, je me suis trompé quelque part. Machine, oui, 1500. 1000, c'est matériel roulant, je crois. Mobilier, voilà. 1000, c'était mobilier. Et 500, c'est matériel roulant. Donc, je viens de faire mobilier, je le barre. Et maintenant, je mets 500. Donc, mobilier et matériel roulant, 1000 plus 500, ça fait 1500. Hein. Donc là, on se retrouve à 1500 €. Parce qu'il y a 1000 de mobilier et 500 de matériel roulant. Ou l'inverse, je ne me rappelle plus, mais voilà, c'est 1000 de mobilier et 500 de matériel roulant. Ça fait 1000 plus 500, ce qui fait 1500. Donc, ce qui veut dire que le montant que voici est de 5000. Donc, en immobilisation corporelle, vous voyez que la simple vue d'un coup d'œil de l'immobilisation corporelle, on a pour 5000. J'ai pas besoin de faire une somme, elle a déjà été faite. Bon, je continue. Marchandise, c'est fait. Les clients doivent 200. Les clients doivent 200. Ben, ça, les clients doivent à la Société du Bois. Donc, c'est une créance. Donc, la Société du Bois est créancière. Elle est créditrice vis-à-vis du client qui est débiteur. Le client est débiteur. Donc, les 200, c'est une créance. Et alors, c'est une créance, bon, à moins d'un an. Hein, donc, c'est à un an ou plus. Généralement, on fait des échanges à 3 mois, 6 mois, quand on vend des marchandises. Donc ici, je vais considérer que bon, c'est 6 mois. Voilà, donc les, les créances sont ici. Donc pour l'instant, je n'ai qu'une créance commerciale de 200 pour l'instant. Bon, la créance, c'est fait. La société doit au fournisseur 1200. Donc la société doit au fournisseur, c'est une dette. Elle doit 1200. Alors, le fournisseur, lui aussi, va demander peut-être réclamer une dette de 3 mois. Il y a moyen de faire des reports de dette, hein. Ça, je verrai en temps voulu, les reports de dette. Mais, bien sûr, à l'exercice suivant. Mais ça, je verrai les cas de figure. Mais, pour l'instant, bon, je vais considérer qu'il fait une dette en dehors l'année. Et que, bon, c'est 3 mois, 6 mois, mais que je suis toujours dans... voilà. Je vous montrerai à ce moment-là les dettes, comment on les met dans le bilan. Parce qu'ici, je fais un exercice, je veux dire, qui est un petit peu, je veux dire, basique. Basique. Voilà. Je ne vais pas faire une dette, contracter une dette le 11 du 12. Et alors, bon, qui est payable en 3 mois. Ça, je verrai comment on fait ça plus tard. Ici, je vais tout simplement faire comme si j'avais une dette de 3 mois. Dubois avait une dette de 3 mois. Et en déant l'année, ben, je vais l'inscrire. Et cette dette, c'était de je sais plus combien. 1200. Il a une dette vis-à-vis du fournisseur de 1200 €. Donc c'est en dehors l'année. Hein. Je vais mettre une dette en dehors l'année. Et donc c'est une dette commerciale à un an ou plus. Et donc pour l'instant, la Société du Bois a des dettes pour 1200 €.
Donc les dettes de la Société du Bois, dettes aux fournisseurs, je barre. Alors, ainsi que d'autres dettes à 1 an ou plus de 200. Bon, il doit des autres dettes aussi, de 200 euros. Ça veut dire que bon, là, c'est 1400. Hein. Il n'a plus de dettes pour 1200, mais pour 1400. Il y a 1. Les 1, on ne les voit pas fort. Bon, je devrais repasser dessus normalement. En tout cas, c'est 1400. 1200 plus 200, c'est 1400. Je remets un 1. Je barre les 200 euros. La créance à moins d'1 an sont de 50. Donc créance à moins d'1 an. Ça, c'est d'autres créances. Hein. C'est d'autres créances à 1 an ou plus. Donc 50. Donc 200 plus 50. Les créances à 1 an ou plus sont de 250 euros. Je barre les 50 euros ici. Il y a en caisse 150 et en banque 50. Je vais les faire tous les deux en même temps. Donc, il y a en caisse 150 et 50 en banque. Il y a 150 en caisse. Ouais, les valeurs disponibles, je vais les rajouter. Je vais rajouter parce qu'il n'y a plus de place. Je vais tout remonter d'un cran parce que je marque banque et caisse. Banque.
Banque 50. Et caisse 150. Ce qui fait au total 200. Donc en valeur disponible, il y a 200. Alors maintenant, le coup d'œil qu'il fallait taper dans l'enregistrement, ben, vous regardez ceci. Hein. Immobilisation corporelle, 5000. Créance à un an ou plus, 250. Valeur disponible, 200. Donc ça, c'est tout ce que... C'est les moyens d'action. C'est les moyens d'action. C'est les moyens d'action. Donc vous avez 5000 en immobilisation corporelle, 250 en créance à un an ou plus, et les valeurs disponibles, 200. Donc c'est tous vos avoirs. Maintenant, quelles sont les dettes? Mais vous avez les dettes à un an ou plus de 300, à plus d'un an, je m'excuse. Les dettes à plus d'un an, 300. Les dettes à un an ou plus, 1400. Donc, vous avez bon, au total, je vais faire le calcul, 5000 plus 250. Alors, je peux rajouter des stocks, hein, parce que c'est vrai que j'ai pas mis de stock. Bon, je regarde s'il n'y a pas de stocks. Alors, je vais rajouter du stock. Parce que tout a été fait ici. Hein. Je vais rajouter du stock. Alors, je vais rajouter du stock. Voilà, comme ça. Stock. Je vais mettre 500. Je vais mettre un stock de 500. Je reprends 500. Donc en regardant le stock, je sais bien qu'on a la Société du Bois à 500 en stock. Je vais faire un total. 500 plus 250 plus 200, c'est 900, 1150, 450, 950, ça fait 5950. 5950 milliers d'unités monétaires. Ce qui veut dire que ici, je vous ai dit que le bilan, on doit avoir autant à droite qu'à gauche, 5950, dont 1700 proviennent de charges. Alors, si je fais 5950 moins 1700, 5950 moins 1700, 4250. Voilà. Et ça, c'est le capital souscrit. 4250, c'est le capital. Je ne sais pas ce qui est passé.
vais faire une copie. Et voilà, le capital est là. Donc, et ça, c'est fortement parlant. C'est fortement parlant parce que maintenant, je peux faire une lecture. Regardez bien. Immobilisation corporelle, 5000. Stock et commande en cours, 500. Créance à 1 an ou plus, 250. Vous voyez, la lecture se fait de manière très succincte. Hein. Succincte et très, je veux dire, très vite, très rapide. C'est limpide. C'est du limpide. Et on va droit au but. Immobilisation corporelle, 5000. Stock et commande en cours, 500. Créance à 1 an ou plus, 250. Valeur disponible, 200. Voilà. Ce qui fait un total de 5950. Les dettes, 300 de dettes à plus d'1 an, 1400 de dettes à 1 an ou plus. Ce qui fait 1700 de dettes. On sait bien que les moyens d'action sont à 5950 et donc les passifs aussi. Donc ce qui veut dire qu'on a un capital de 4250. Parce que c'est tout ce qu'on a enlevé les dettes. Hein. C'est tous les avoirs moins les dettes constituent le capital. Les avoirs moins les dettes constituent le capital que vous avez en votre possession. Alors, c'est un petit peu trompeur. Pourquoi? Parce que les dettes à plus d'1 an, bon, elles n'ont pas encore été payées, hein, puisqu'elles sont plus d'1 an. Mais on les comptabilise comme, on va dire, 300 € qui sont partis. Mais en vérité, dette à plus d'1 an, les 300, ils ne sont pas partis, ils sont toujours là. On pourrait croire qu'on les a payés, mais c'est pas des dettes qui ont été payées, ça. Et dette à 1 an en plus, ça dépend. On est quantième mois par rapport au paiement. Mais il faut enregistrer ça. Ça doit s'enregistrer, bien que ça n'a pas encore été. Tout n'a pas encore été payé, mais ça doit s'enregistrer. Donc en voyant ceci, on a le capital. C'est tous les moyens d'action, moins les dettes. Voilà, moins les dettes. Tous les moyens d'action, moins les dettes. Et là, on a le capital. Donc, vous voyez que c'est comme je vous avais dit tout à l'heure, toutes les opérations sont... On les aperçoit très vite. Hein. Ce sont des écritures qui permettent de faire ressortir, jaillir les postes importants d'une entreprise. Hein. Combien on a en immobilisation corporelle, on s'en fout, c'est ce que c'est des terrains, construction, installation. Maintenant, si vous voulez savoir les détails, vous regardez les détails, hein. Vous regardez à gauche. Terrain, construction, 2000. Installation, machine outillage, 1500. Voilà, 1500. Mobilier, matériel roulant, 1500. Mais c'est pas ça le plus important. Vous allez prendre tout ça en tant que un seul terme. Un seul terme qui va reprendre tout ça, qu'on appelle l'immobilisation corporelle. L'immobilisation corporelle, 5000 points. Il y a 5000 d'immobilisation corporelle. Les créances à plus d'1 an, on sait bien qu'on en a deux, hein, une créance commerciale et une autre créance, mais on s'en fout de ça. On parle de créance à 1 an en plus, au total, ça fait 250. Les valeurs disponibles, peu importe c'est caisse ou banque, c'est 200, point à la ligne. Voilà. Donc vous avez une visibilité qui est très directe. Hein.
direct et vous pouvez voir les postes. Le poste, quand je dis poste, bon, c'est une structure sous forme de tableau, c'est des libellé, c'est immobilisation corporelle, stock et commande en cours d'exécution, c'est créance à 1 an en plus. Ce sont des postes, ce sont des libellés voilà, ce sont des items, des articles, ce sont des articles qui définissent, je veux dire, un poste. Alors on a le poste capital, le poste dette à plus d'1 an, dette à 1 an en plus. Mais en tout cas, il faut bien scinder. La gauche a les moyens d'action, on retrouve immobilisation corporelle, stock et commande en cours d'exécution, créance à 1 an en plus, valeur disponible. Et à droite, on retrouve le capital, dette à 1 an, à plus d'1 an, et dette à 1 an en plus. Ben, on retrouve d'autres postes. Ben, ici, c'est parce que j'ai fait selon les besoins de l'exercice, bien sûr. C'est un exercice assez simple. Bon, je n'ai pas compliqué les choses. Ben, c'est basé sur ça, hein. Ah, donc je n'ai pas besoin d'autres postes parce que j'utilise les postes dont j'ai besoin. Je ne vais pas mettre toute la comptabilité, le PCMN là-dedans, voilà, tous les rubriques. Voilà, je cherchais après le mot, c'était les rubriques. Je ne vais pas mettre toutes les rubriques du PCMN alors que je n'ai que quelques rubriques à utiliser. Bon, vous aurez compris que ici c'est un tableau abrégé, hein. Un tableau abrégé, n'allez pas voir que je vais ressortir tout le PCMN pour mettre quelques valeurs, hein. Voilà, je vous remercie.